Dès ses débuts, la paix au cinéma n'a pas duré. L'être humain ne tarde pas à mettre en lumière la mise à mort en masse de ses congénères au fond des salles obscures. S'il s'agissait de montrer le quotidien populaire, la vie telle quelle d'un œil curieux en somme, le spectateur et l'artiste se lassent quand tout va bien. Il faut du spectacle, il faut de l'émerveillement, de l'évasion, perturber ces jours mornes incessants de répétitivité. Le conflit passionne, venant à combler de toutes ses intentions discutables notre appétit pour de fascinants cauchemars, au fracas exquis d'effroyables prouesses. Plongeons alors ensemble dans le souffle infernal intangible des projecteurs. Tentons de recréer cette atmosphère crispée du soldat mort dans la poussière. Encaissons les enceintes crépitantes des cris d'extase de la belligérance. Cernez bien que ce que je définis comme étant le cinéma de belligérance est une forme particulière et personnelle du film de guerre. Je n'inscris dans ce terme précis qu'uniquement des œuvres à champ de bataille moderne bien particuliers. J'en exclus donc une multitude, pourtant très recommandables comme le huis clos de tension qu'est Diplomatie, le grandiose de Bronze et de Lance de Troie, le tumulte linguistique d'Inglourious Basterds, ou même la descente aux abîmes de Voyage au bout de l'enfer. Concentrons-nous sur le périple du feu des déserts et des jungles, des monts et des fonds marins, du ciel comme de la boue, des terres de personnes. La conflagration, guerroyer, batailler. Quasi un genre à part entière, frôlant de près la catégorie du film historique. À l'exception près qu'outre son désir de reproduction d'événements majeurs de l'histoire, il définit un contexte politique et social d'une époque précise, de par sa nature à l'odeur de propagande amère certaine lui collant indubitablement à la peau dès sa naissance. Forger un point de vue de mémoire sur de tels événements présentera à coup sûr son lot de compromis, de controverses, de jugements d'authenticité, de manipulation du réel par son créateur, en fonction de ce que les vainqueurs sauvegardèrent des faits et tout ce que cela implique parmi les discours d'actualité. D'autant que la plus abominable et stupide des choses sur Terre a ce don de piquer au vif l'appétence de notre insouciance aventurière. Un enfant s'amuse aux petits soldats, tout comme les cinéastes sur leur plateau et de leurs accessoires. Tant qu'il en reste un loisir inoffensif qui en reprend les codes, se prendre au jeu à se jeter à l'assaut reste une manière saine de satisfaire notre curiosité macabre sans danger pour autrui. Après tout, ne sont-ils pas les premiers à s'amuser, à synchroniser leurs explosions, leurs gerbes de sable, de faire éclater leurs énormes pétards, démembrer des figurants dans des torrents de fosses sanguines? En cela, une pensée très paradoxale me perturbe depuis toujours. Car si le but est de nous montrer les horreurs de la chair et du sang, tout cela n'en fait-il pas aussi l'apogée avec ce spectacle atroce? Ces films dénonçant les tueries en nous les montrant, un tel spectacle d'adultes jouant aux militaires se déroulant sous mes yeux, ne justifie-t-il pas la guerre elle-même en rendant tout cela si jouissif et impressionnant que j'en aurais presque envie d'y participer? Je fais partie des fascinés plutôt que des dégoûtés de cet aspect, et réaliser des scènes dans un contexte martial a toujours piqué au vif cette fascination intime de violence qui m'est propre. Ainsi, naturellement, mes premiers pas derrière la caméra m'ont amené à parcourir les champs de bataille, à contracter les horreurs de la guerre, à pousser la réflexion sur la moralité de l'acte de tuer. Nous avons beau ne plus connaître la guerre pour la plupart d'entre nous. Le fracas des batailles, si lointain, résonne pourtant d'un vif écho dans nos cœurs. Un long dimanche de fiançailles en traduit la véracité avec tant de cru qu'elle retentit avec son récit. Quand bien même la paix est revenue, la guerre domine les esprits, dirige les vies de chacun. Les belles allées de Paris ne peuvent effacer cette gangrène de souvenirs qui revient sans cesse ronger les pensées. L'image du passé fusionne avec celle du présent. Elle vient s'incruster artificiellement dans les cadres et la vie des personnages. Chaque récit est mis en image d'un point de vue précis que chacun diffère, mais dont l'événement vécu par tous reste éternellement le même. L'utilisation de ce montage alterné dans un désordre hasardeux à retracer en est d'autant plus marquant qu'il est appuyé par les récits des conteurs, que ce soit pour énoncer une grande bataille d'une séquence entière ou bien de simples palabres téléphoniques au gré d'une courte scène. Mathilde est ce berceau d'innocence à la pensée courageuse et tenace. Elle a beau croire, espérer, se persuader, délirer jusqu'à retrouver son amour. Mais face à elle, un homme amnésique et étranger. Il porte le même visage. C'est pourtant bien lui que le hasard a épargné. Ce sourire cache une larme d'absolue contradiction d'esprit. Il traduit la vérité qui frappe en plein cœur. Manek est vivant, mais Manek n'est plus depuis longtemps.
Son corps ne se résout qu'à une carcasse de jeunesse cachée. Mathilde n'est plus qu'idiote fantôme, démunie, dont le sens de la vie s'achève. La guerre n'apporte que fracture, et même si tout guérit avec le temps, elle sera toujours visible. Le bruit des combats. L'émotion passe tout autant par nos oreilles. Elles aident nos yeux à comprendre l'infime perceptibilité des choses, à ressentir les subtilités les plus immersives. Et le meilleur atout des films de belligérance est évidemment de la nature puissante de ces sonorités. Tout a été dit sur ce film. Néanmoins, je souhaite aborder un point précis de sa scène d'introduction. Si elle ne perd pas sa substance toujours 20 ans plus tard, c'est que son retentissement fait encore trembler les postes vidéo. La retranscription sonore du massacre d'Omaha Beach fut menée d'un travail vraisemblable à de la composition musicale, tant elle est complexe et unique, au point de ne pas mettre une once de musique dans toute la séquence. Le sound designer Gary Ristol eut la consigne stricte de ne jamais, sous aucun prétexte, puiser ses sources dans des banques de sons préexistantes d'Hollywood. Et le plus fantastique de son ingéniosité s'est alors mis à l'œuvre pour traduire ce réalisme unique en ajoutant tout son sens au tremblement de caméra et au visage effrayé des hommes. Chaque gerbe de sang à l'image est accompagnée d'un réel son pris à la source, enregistré dans des carcasses de mammifères, directement criblés de véritables plombs. Un timbre primordial pour faire ressentir la terreur de la chair mise à nu. L'impact de toutes les balles dans le sable ou la mer, sur les casques ou les corps. Le sifflement de ces dites balles tournoie de partout. Les armes crachent chacune leur spécificité bien distincte. Les comédiens ajoutent de leur terreur par des cris incessants et insupportables. On hurle aux autres de se regrouper en vain. Les médecins dépassés jurent à tout va. La caméra elle-même s'essouffle de panique dans sa course. De pauvres jeunes à terre gémissent des plaintes insoutenables. Et enfin, quoi de mieux pour surélever l'importance de cette cacophonie, pour rendre le tout encore plus accablant. Il se passe ça. Soudainement, le vacarme s'estompe dans le chaos. Tout autour n'est qu'éclat et cohue. Assourdissant. Nous plongeons au fond du gouffre, comme si l'on se retrouvait soudainement à l'intérieur d'un fin et long tunnel de ténèbres. Nous sommes enfermés dans cet abîme, au bord de cette plage la plus laide du monde. J'ai découvert ce film sur petit écran. Le son était en simple stéréo d'enceinte modeste. Et je n'en reviens toujours pas. Je n'imagine pas ce qu'a dû ressentir le public de 1998 en sortant des salles obscures. Pourtant, ces films insistent continuellement sur des valeurs tenaces. Celle de distinguer le bien du mal. Qu'est-ce que le mal si ce n'est la guerre en soi ? L'Occident a son incarnation universelle du mal, celui d'un grand soldat sombre et d'un symbole en croix qui fait frémir à sa vue. Tout personnage sous uniforme allemand se retrouve alors comme une créature repoussante sur notre écran. Et dans certains films, le réalisateur ne peut que par sa subtilité différencier le fanatique de l'assujetti. J'admets esquisser un sourire amusé en visionnant Fury, notamment la surcharge de balles traçantes qui me plonge alors sans explication dans une galaxie lointaine, très lointaine. Hello there. Sans cela, le film me touche sur un point précis. Si l'on s'aventure à lire entre les lignes, Wodadi, le chef de char, fait figure d'un être bien plus subtil qu'il en a l'air. Une théorie englobe ce personnage pendant tout le récit se déroulant en terre germanique, subissant l'exode et le déni de la défaite. Ayant participé à de multiples batailles depuis l'Afrique et l'Italie, Don Courier développe une haine inconditionnelle envers les fanatiques de la Schutzstaffel. Was ist deine Lieblingsfarbe? Bist ein guter Tänzer? Stehst auf dicke Weiber? Il parle très bien l'allemand, utilise des armes allemandes, sait se montrer humain et respectueux envers les civils teutons lorsqu'il s'invite chez eux. Quelque chose me dit que Don se camoufle en américain pour combattre ceux qui ont humilié son pays. Don pourrait être d'origine allemande. Un Allemand traumatisé par la militarisation forcée de sa nation. Poussé par l'absurdité des délires de conquête de l'élite au pouvoir. Un Allemand qui a vu son peuple se faire décimer par ces mêmes fanatiques qu'il traque sans relâche, portant les stigmates de ce que ses congénères lui ont fait subir depuis des années.
Prétextant sa position avantageuse de soldat allié, il se donne légitimité pour tuer. Ce soldat, portant lui aussi un uniforme américain, méritait-il un sort différent ? L'œuvre insiste que l'humain ne devient pas mauvais par volonté. Peu importe le camp où l'on se trouve, la foi que l'on adopte, le pays d'où l'on vient, les mauvaises âmes naissent de cette furie, poussant à éliminer son alter ego. Ces films m'inspirent un désir certain d'explorer l'humain dans ses travers les plus sordides pour alors en sublimer ses attraits les plus nobles. Il s'en dégage alors une fascination perverse pour ces icônes du mal. En ayant cette pensée en perpétuel questionnement, je lance avec entrain ma prochaine réalisation de fiction. C'est alors parti pour s'essayer à ce nouvel exercice. Sous le zénith d'un lourd soleil de juillet, la chaleur est écrasante. Pour le coup, il n'est pas moins l'envie de créer une œuvre personnelle que de s'essayer à l'imitation d'un style. Voyons comment nous expérimentons le tout en nous aidant de ces précédentes analyses. Ce tournage est à prendre comme un réel exercice de duplication pure. Le tout n'était pas d'être authentique, mais bel et bien d'imiter une œuvre préexistante. Je me suis basé sur la série Band of Brothers. L'objectif était de reproduire, avec nos moyens, plans, cadres et lumière de ce dernier. Rendre ainsi palpable la tension dramatique entre les personnages de cet extrait au nôtre. Tiens, comparons. Dans la scène originale, un soldat américain est séparé de son groupe dans un village. Caché dans une grange, il interagit avec des civils pour survivre aux patrouilles allemandes alentour. Sur ce principe initial, la petite histoire écrite à la hâte nous plonge dans un conflit bactériologique opposant deux pays fictifs aux allures du milieu du XXe siècle. Un soldat égaré se met à protéger une civile, alors que tous les opposent jusqu'à leur propre langue. Chaque plan, chaque gimmick est absolument identique et pas simplement par hasard. Alors que le montage originel met en avant une noblesse patriotique de soldats américains envers les populations civiles, j'ai tenté de retourner ce propos en usant du même montage pour créer l'attachement du spectateur au soldat mutique et intimidant. Son costume, à base de ce fameux casque Stahlhelm, inspire immédiatement une dictature militariste dans notre inconscient collectif, ainsi que ce grand manteau vétuste et le masque à gaz déshumanisant. La pénombre aide d'autant plus à mal le distinguer, augmentant la tension vis-à-vis des autres personnages ne pouvant que le craindre davantage. Par la suite, j'accentue les regards à travers les lumières divisées dans le tumulte des stries du décor, et donne ainsi un nouvel enjeu, biaisant l'a priori que l'on porte à ce soldat. Le protagoniste agit en protecteur avec les autochtones, renforçant ainsi son attachement au spectateur, malgré son apparence, et crée une dichotomie manifeste. Cet exercice de mise en scène était également de parvenir à trouver de l'empathie pour le soldat sans en voir le visage. Un modèle de jeu d'acteur particulier, où la subtilité des gestes et des interactions vont raconter une histoire à la place des expressions du visage ou de la tonalité de la voix du comédien. Le protagoniste est caractérisé par le souffle étouffé de son masque à gaz. La voix distordue causée par le masque, mêlée à une respiration forte, ajoute à son mystère. C'est le seul aspect qui nous permet de nous figurer un miroir de l'âme, alors complètement imperceptible. Encore une fois, pour biaiser le point de vue du spectateur, c'est une voix lourde, masculine, que l'on entend à travers son masque. C'est au climax que ce personnage se révèle par surprise être une femme, dont le souffle et le système respiratoire sont complètement rongés par la guerre. J'ai pensé que cela se prêtait à notre époque, car on imagine encore assez peu de femmes combattantes d'instinct dans des séquences armées. Son aspect en est d'autant plus particulier, car il a nécessité 2 actrices et un comédien de doublage pour l'interpréter. Reste calme, t'es en sécurité ici. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, notre plus gros défi n'était pas la chaleur de la canicule. Comme on l'a vu, le son est un atout assez essentiel dans ce cinéma. Et il faut savoir que l'été méditerranéen apporte l'un des pires cauchemars des techniciens sonores. Quasiment impossible à retirer proprement et détériorant tous les autres sons alentour. Il a fallu y remédier en anticipant cette contrainte, les masques permettant un redoublage sans se soucier du lip-sync. La langue fictive du Roudak visait à mettre un peu d'exotisme et faire en sorte que l'on puisse saisir un dialogue sans en comprendre un mot. Et réenregistrer les voix par-dessus a été une grosse étape d'interprétation pour les comédiens. Chaque souffle, chaque respiration, chaque pleur, chaque cri a été reproduit en studio. Enfin, les sons de bataille, d'ambiance et ce que l'on appelle les follets, les petits bruits du quotidien comme les frottements des vêtements, les bruits de pas et autres, ont été entièrement refaits. La dernière chose que je souhaitais recréer était une scène de bataille. L'expérience de ces dernières années m'ont octroyé le petit privilège d'effectuer une première élaboration de fusillade. Permettez-moi de digresser un peu sur l'exercice précédent, juste une scène en particulier qui empruntait beaucoup à la belligérance. Ainsi, nous avions une 20aine de figurants à synchroniser et faire courir dans tous les sens.
Parmi eux, des camarades cascadeurs s'occupent de faire des chutes à même le sol, alors que d'autres figurants volontaires tombent sur des matelas avec les directives de notre régleur. 20 figurants, c'est peu. Lorsque l'action est lancée, tout le monde se retrouve déjà au sol après seulement 10 secondes. Cela va très très vite, et j'ai pour choix de faire durer cette action un peu plus. Je multiplie alors les axes pour me faciliter la main sur le montage. Les longues focales marquent une distance avec cette troupe par rapport aux personnages en observation. Il est difficile de distinguer précisément leur nombre à l'écran. Dans la panique de l'action, avec un cadre mobile et des plans assez courts dans leur durée, il est encore plus difficile de différencier chacun des figurants dans la cohue. Juste d'une technique alors peu orthodoxe visant à compter sur l'œil non attentif du spectateur. Je répète l'action plusieurs fois en alternant avec les plans des tireurs. Nous avons alors l'impression que la troupe est plus nombreuse et qu'elle subit un véritable carnage dans ses rangs. La scène dure une bonne minute au lieu des 10 secondes originelles. J'avais déjà alors un petit bagage de scènes d'escarmouche. Notre contexte d'univers en guerre bactériologique limitait nos costumes. Seulement 4 soldats se battent contre un seul protagoniste. Il faut se démener pour faire une scène de bataille avec aussi peu d'effectifs. Le lieu choisi est assez particulier. Vu qu'il est en hauteur, le cadre large éparpille les 4 soldats pour mal les distinguer. Je ne compte ensuite que sur des plans rapprochés pour les perdre dans ce décor et créer une ambiance assez chaotique. Dispersé, il est assez facile alors de se focaliser sur chacun d'entre eux. C'est ainsi, en reproduisant ces différentes manières de faire, que j'ai mené au mieux ce court-métrage. Que retenir de tout ça ? Le cinéma de belligérance porte son lot évident d'abondance. Matériel, ressources humaines, temps. Entreprendre sans moyens amène fatalement au creux d'une impasse. Cela m'aura appris que compter sur l'après d'un tournage a ses limites. La prochaine étape sera de se concentrer sur l'apport majeur de matériel et la concentration importante d'informations en amont des tournages. Quand bien même je sens être sur la bonne piste, il ne faut pas s'arrêter. Chaque étape est plus difficile que la précédente. Avancer, sans broncher, même à 2 doigts de mordre la poussière. Ça y est. J'ai réussi. Un doux répit dans cette course intrépide. L'achèvement d'une longue ébauche. Mais je ne dois pas m'arrêter. Il faut repartir aussitôt. Gravir les obstacles à plein poumon. Aujourd'hui, un objectif est atteint. Demain, un nouveau commencera. S'inspirer, s'exercer. Des acquis sur lesquels il ne faut pas se reposer. Vers où creuser. Les chemins s'entrecroisent et se séparent. La prochaine direction pourrait bien tout me coûter. Je ne sais quelle voie suivre. Sans guide, j'ai tendance à me perdre. Oh, après tout, je n'ai rien à perdre. Bon. Il est temps de se remettre en marche. Les gens meurent. La guerre est un acte d'histoire et de mémoire dans toutes les cultures. Une conflagration compactée dans une science de l'instant. Nous en sommes l'armée privilégiée des ombres, qui ne faisons que la contempler par sordide curiosité. Pour d'autres, elle est le quotidien d'une dure réalité. Nous devons garder à l'esprit qu'elle continue de ravager familles, amitiés, pays, environnement, des vies entières. Se persuader d'en faire un vestige, un souvenir du passé. Alors qu'à l'instant où nous y plongeons notre être, elle n'en devient que plus actuelle, palpable et présente. Le cinéma de belligérance est une illusion exaltant notre passé le plus sombre, enrobé dans la gloire d'un sinistre baroud d'honneur, nous rappelant qu'à chaque instant, nous enhardissons notre besoin de nous extirper de notre modeste existence. Pendant ce temps, dans un fracas de silence, des gens meurent.